Donc, le coût de possession des stocks comprend essentiellement les charges de magasinage, c'est-à-dire les coûts des locaux destinés à l'entreposage des matières, loyers, amortissement des constructions dans lesquelles se trouvent les stocks, coûts d'exploitation des magasins, charges de personnel, entretien, loyer, amortissement des équipements, coûts des assurances, etc., etc. Dans le coût de possession du stock, vous avez aussi la dépréciation des articles qui sont stockés, notamment, et ça arrive pour des articles entre guillemets à la mode. Si jamais vous faites par exemple des vêtements, vous comprenez bien qu'il y a des vêtements dont la valeur diminue parce que ça suit la mode. 6 mois plus tard, ça vaut plus le même prix. D'accord ? Les produits à obsolescence rapide, les matières à durée de conservation limitée. Ça fait partie du coût de possession du stock. Par ailleurs, vous avez également les aléas occasionnés par les conditions physiques du stockage. Accidents pendant les manutentions, ça existe. Les disparitions, le vol, etc., etc. Ça existe. Ça fait partie du coût de possession du stock. Un peu plus subtil, je vous rappelle que, et encore quand je dis un peu plus subtil, je vous ai eu en finance, et en finance, on en parle. Regardez bien. Dans le coût de possession du stock, il y a aussi ce qu'on appelle le coût du capital investi. Et oui, parce que, rappelez-vous, dans le fonds de roulement, la valeur des stocks est financée soit par des ressources propres, soit par des ressources externes, puisqu'il faut bien le financer. Je vous rappelle les cours de finance. Eh bien, lorsque les stocks sont financés par des ressources externes, autrement dit des emprunts pour l'essentiel, le coût est constitué du montant des intérêts des emprunts que vous avez fait pour financer le stock. Mais si le financement du stock est assuré par les ressources propres, ce qui est souvent le cas dans la réalité, eh bien, le coût du stock, à ce moment-là, je parle du coût de possession du stock, c'est un coût d'opportunité qui est égal au manque à gagner du fait que vous avez mis votre argent pour acheter des stocks alors que vous auriez pu le mettre à la caisse d'épargne ou ailleurs. C'est ça, rappelez-vous, le coût du capital que nous avions vu en finance. D'accord ? Par ailleurs, en fonction des différentes activités et des diverses catégories de produits stockés, évidemment, les coûts de possession sont très variables. Et ils sont souvent exprimés sous la forme d'un ratio qu'on appelle le taux de possession. Eh bien, ce taux de possession, on peut l'exprimer par coût de possession annuel du stock divisé par la valeur du stock moyen. Je suis en train de vous expliquer comment, dans la réalité, on peut obtenir T. Oui, dans un examen, on va vous le donner, T. Mais dans la réalité, comment je fais ? Je suis en train de vous le dire. Coût de possession annuel du stock, en faisant la somme de tout ce qu'on vient de dire, divisé par la valeur du stock moyen, ou alors coût de possession annuel d'un article, divisé par le prix de vente unitaire hors taxe d'un article. Deux façons d'aborder le taux de possession, qui ne serait pas forcément le même, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est deux façons de calculer. Maintenant, le coût de passation des commandes. Parce que je vous connais, la plupart des gens pensent que le coût de passation des commandes, ça ne coûte rien. Oh, qu'est-ce que c'est qu'un coup de téléphone ? Oui, ça, c'est une vision simpliste du monde dans lequel on se trouve. D'accord ? Le coût de passation des commandes comprend essentiellement des opérations administratives telles que coût de la correspondance, conception, réalisation, expédition, coût des télécommunications téléphoniques, coût des supports de leur traitement, etc., etc. Ensuite, des opérations de contrôle, contrôle préalable de la commande, contrôle à la réception de la facture, contrôle à la livraison des matières ou des marchandises, contrôle sur la quantité, sur la qualité. Je pourrais, dans les opérations administratives, vous rajoutez, intégrer, mais c'est inclus pour moi, évidemment, le coût du salaire de la personne qui passe les commandes, l'amortissement du bureau dans lequel il se trouve pour passer les commandes, les véhicules avec lesquels il se déplace pour aller voir les éventuels fournisseurs. Vous commencez à comprendre que selon dans quel secteur on se situe, le coût de passation des commandes, c'est pas 15 centimes la minute. On est bien d'accord, ok ? Voilà, dans la réalité, tout dépend de comment ça. Je vous donne encore d'autres exemples également. Imaginez par exemple que vous fabriquez, vous vendiez des produits assez particuliers pour lesquels il vous faut, vous savez, un gardiennage, de la sécurité, ou alors il faut que ce soit conservé au froid ou conservé au chaud, etc., etc. Donc il faut des climatiseurs. Vous voyez, tout de suite, c'est pas la même chose que de conserver du sable ou des graviers.
où là on comprend instinctivement que le coût est moins cher. Par ailleurs, vous avez des articles où vous êtes obligé de vous situer pour des raisons commerciales en centre des grandes villes. C'est pas du tout pareil que de se trouver très loin dans la campagne, loin des villes, où le coût, vous voyez ce que je veux dire, est tout de suite moins élevé. Le loyer ou le coût du foncier s'il faut acheter le terrain, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Je vous répète encore une fois, je suis très sérieux. Tout ce qui concerne le stockage dans l'entreprise, ça coûte très cher. Il m'arrive assez souvent que beaucoup de gens, encore, me disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans votre démonstration, une fois de plus, et qui me disent, mais je ne comprends pas pourquoi, dans le coût du stockage, vous n'intégrez pas le prix d'achat des articles. Oui, moi, qu'est-ce que je vous dis? On a raisonné sur quoi, là? Le coût de passation des commandes et le coût de possession du stock. Est-ce que vous me suivez? Oui, mais attendez. Il y a quelque chose qui coûte en plus de ça quand même. Mais il faut bien les acheter, les produits. Est-ce que vous comprenez que le coût total de gestion de stock, écoutez bien ça, ce que je vais vous dire, hein, le coût total de gestion du stock, c'est bien le prix d'achat du stock de l'année, vous me suivez, plus le coût de passation des commandes, plus le coût de possession du stock. Pourquoi est-ce que moi, je n'ai jamais parlé pour l'instant du prix d'achat des articles? C'est-à-dire que vous êtes d'accord que normalement, ça doit être le coût total des approvisionnements, c'est leurs achats, plus leur coût de possession, plus leur coût de passation. Moi, je n'ai parlé, encore une fois, que du coût de passation et du coût de possession. Pourquoi je n'ai pas parlé du coût d'achat total? Et c'est des maths, de base. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh oui, pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'on cherche? À minimiser le coût total. Donc, admettons que je ne fasse pas attention, je vais minimiser les trois parties. Le prix d'achat, plus le coût de passation, plus le coût de possession. Vous êtes d'accord? C'est une somme. Vous me suivez toujours? C'est ça, plus ça, plus ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Je vous ai démontré comment calculer la dérivée du coût de possession, la dérivée du coût de passation. Ben oui, pourquoi je n'ai pas intégré le reste? Ben parce que le reste, c'est une constante. Et que la dérivée d'une constante est nulle. Donc, quel que soit le prix d'achat, oui, la consommation, la demande, 100 000 articles à 10 €, ça fait 1 million. Vous allez dériver 1 million, ça fait combien la dérivée de 1 million? Mais ça fait 0. Donc, pour minimiser le coût, vous n'avez pas besoin d'avoir le coût de la gestion de stock. Le prix auquel vous achetez la demande annuelle n'intervient pas. Ça va, vous me suivez bien? C'est clair ou c'est pas clair? Dites-moi si c'est pas clair, hein? Ok? Parce que, d'accord. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que des gens me disent, oui, mais alors, et c'est vrai que quelquefois, ça par contre, j'avoue bien volontiers, que quelquefois les questions sont posées avec suffisamment d'ambiguïté selon les auteurs. Vous voyez des auteurs qui, quand ils posent la question, calculer l'optimum des approvisionnements, etc., ils vous répondent le prix d'achat plus le coût de passation et de possession. Et d'autres, comme moi, qui, pour le même type de question, ne parlent que du coût de possession et du coût de passation. Et ma justification de ce que je dis, c'est parce que pour minimiser le coût du stockage, le prix d'achat n'intervient pas. Le prix d'achat n'intervient pas, et nous le verrons plus tard, le prix d'achat n'intervient pas parce que, pour l'instant, on est sur un tarif qui est unique, quelles que soient les quantités commandées. Donc c'est une vraie constante. On verra plus tard dans un des cours que, par exemple, les fournisseurs peuvent vous inciter à acheter, à commander à chaque fois des quantités importantes pour diminuer le coût. Par exemple, ils vous diront de 0 à 100, c'est 10 €, de 100 à 200, c'est 9,50 €, de 200, si vous en commandez, vous voyez ce que je veux dire? Et donc la question est, est-ce que ça vaut le coup
d'en commander plus pour avoir un prix plus faible. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, on est, rappelez-vous, ça fait partie des hypothèses de base, tarif constant. Ça va, c'est bien clair ce que je dis? D'accord. Donc, si vous avez peur, lorsqu'on vous pose ce type de questions, ne vous embêtez pas, vous écrivez, parce que, vous savez, c'est subtil, entre le coût total des approvisionnements et le coût de la gestion des stocks, d'accord. Moi, je vous propose que si on vous demande le coût total des approvisionnements, là, vous pouvez mettre le prix d'achat plus le coût de possession de passation. Et si on vous demande le coût de la gestion des stocks, ce ne serait à ce moment-là que le coût de possession, le coût de passation. Et si vous avez peur, vous mettez les trois à chaque fois, comme ça vous ne serez pas embêté. D'accord? Et ce sera, voilà, il n'y a pas de souci.